Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le samedi 8 janvier 2021. Je continue ma lecture et mes commentaires extrapolés du livre de Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, à la partie où il se consacre à François Bacon. Et là je viens de, de voir quelque chose d'assez étonnant parce que il l'appelle François Bacon. Sur Wikipédia, sur YouTube, il y a quelques petites choses sur Francis Bacon qui correspond exactement à la même personne. Alors pourquoi nous, les contemporains l'appellent Francis Bacon et pourquoi à cette époque on l'appelait François Bacon? Et j'ai regardé sur le dictionnaire de la conversation de 1850. C'est exactement pareil, on l'appelle toujours François Bacon. Voilà. Et donc, et la deuxième chose assez curieuse que je trouve, c'est le fait que Will Durant, dans son aventure dans la vie et doctrine des philosophes, occupe tant d'importance, met tant d'importance à François Bacon, à Francis Bacon, le situe dans son livre après Aristote, donc en laissant de côté tout un pan de la philosophie du Moyen Âge et médiévale, et puis la philosophie néoplatonienne, comme Plotin par exemple, etc. Euh, et, et lui consacre un pan entier. Alors à mon avis, voilà comment je l'explique, mais ça c'est une vision subjective des choses parce que je n'en sais rien du tout. Mais Will Durant était un Américain. Il a écrit ce livre dans les années 30, je crois, et c'était cette époque était enclinte au matérialisme. Le spirituel était quand même bien repoussé depuis un moment dans la pensée contemporaine, dans la philosophie contemporaine. Elle existait, mais elle était euh, mise un petit peu de côté. Et la philosophie s'intéressait plus aux sciences euh, et aux choses pragmatiques. Et je pense que Francis Bacon était dans cette veine-là. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à lui. Voilà, donc je continue ma lecture. Alors, la politique des essais, les essais c'est son ouvrage, c'est un de ses ouvrages, prêche un conservatisme bien naturel chez un homme qui aspirait au pouvoir. Voilà, parce c'était, j'ai regardé un petit peu sa vie sur Wikipédia et sur le dictionnaire de la conversation. Effectivement, il avait vraiment envie de se hisser en politique. Il voulait vraiment incarner le prince philosophe, voilà, le gouvernant philosophe dont, dont parle, je crois, Platon. Et, mais il n'est pas arrivé à ce sommet. Par contre, il est bien monté dans la hiérarchie. Ce qui lui a valu d'ailleurs un enfermement en prison, enfin, voilà, et puis pas mal de déboires. Voilà. Bacon veut un fort pouvoir central. La monarchie est la meilleure forme de gouvernement et ordinairement la qualité d'un État varie avec la concentration du pouvoir. Donc voilà, il avait quand même une vision un peu autocratique des choses. Mais
à cette époque-là, 1500, à cette époque, il n'était pas question de démocratie, c'était la, voilà, c'était très secondaire. C'est venu un siècle plus tard avec les philosophes comme Rousseau, comme etc. À mon sens, hein, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment que de l'intuition. Il y a 3 points importants dans l'art de gouverner, il écrit. La préparation, le débat ou l'examen et l'exécution. Dès lors, si vous voulez agir vite, confiez à un grand nombre l'examen, mais qu'un petit nombre soit chargé de la préparation et de l'exécution. Alors là, c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est presque un système démocratique. C'est-à-dire que c'est le peuple qui choisit l'axe politique, en principe c'est ça, qui choisit l'orientation politique qu'il veut pour son pays, pour sa nation, et il élit ceux qui sont les meilleurs pour l'incarner. Et donc les chefs de l'État, qui se succèdent en démocratie, dans notre nation par exemple, devraient appliquer exactement les valeurs que la population souhaite, l'orientation qu'elle souhaite. Et c'est là où, malgré tout, la façon dont c'est organisé ne fonctionne pas démocratiquement en France, par exemple, dans les pays dits démocratiques. Peut-être dans les pays scandinaves, c'est un peu mieux. Mais en France, ce n'est pas le cas. D'abord, plusieurs choses sont à voir. D'abord, les choix politiques sont dits par les différents concurrents, mais de manière extrêmement vague. De manière... ils viennent avec des propositions, d'abord qui ne sont pas prises sur les propositions du peuple, donc c'est bien, ils pensent incarner la volonté du peuple en faisant leurs propositions. Chaque parti amène son programme de gouvernement, mais ce programme, il n'est pas vraiment expliqué correctement au peuple. Bon, il est vrai que le peuple devrait s'intéresser de près à cela. Mais alors, ce qui voudrait dire que un système politique qui abétit ses citoyens, puisque c'est le cas, il suffit de regarder quand on voit certains jeunes, quand il y a des micro-trottoirs, des gens sont complètement incapables maintenant de savoir, de comprendre les b.a.-ba de la société, d'avoir la moindre avis citoyen sur des choses essentielles de l'organisation de la société, etc. Donc ça veut dire que le système veut construire des états d'esprit qui ne soient pas de très bons citoyens, qui soient des très bons consommateurs, qui soient des très bons suiveurs, etc., mais pas des bons citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être puni dans une démocratie comme la nôtre. On devrait punir les systèmes qui abêtissent le peuple, qui l'empêchent d'avoir une vision claire, précise de la politique et des programmes qui lui sont proposés pour qu'il fasse un vote en pleine conscience et qu'il ne soit pas abusé. Dans l'autre cas, on abuse le peuple. Donc là, un jour, je pense, dans quelques décennies, il y aura ça sera puni. L'abus de la conscience du peuple, l'abus de la connaissance politique du peuple,
sera puni par la loi, à mon sens. Voilà, c'est quelque chose, la loi montera à ce degré-là. Donc, il y a cette chose, donc c'est pas complètement démocratique. On n'est pas dans un État complètement démocratique. Et par contre, après, l'idée que seul un petit nombre soit chargé de l'exécution, c'est très intéressant. Et ça, au niveau européen, par exemple, c'est quelque chose, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs au chef de l'État, c'est quelque chose qui me semble préjudiciable, le fait qu'il n'y ait pas un seul dirigeant en Europe qui synthétise l'ensemble des propositions, que tout le monde se mette d'accord sur les propositions et qu'une seule personne, qu'un seul groupe de personnes vraiment bien soudées puisse intervenir sur la scène mondiale et parler d'une seule voix et avec et même imposer les règles qui sont choisies par l'Europe. Si on veut fonctionner en Europe, il faut qu'il y ait une seule force qui soit capable de discuter avec les Xi Jinping, avec les Biden, avec les grands chefs de l'État, qu'il y ait une seule force, la même, pendant un temps, au moins pendant, comme presque comme dans les dictatures, une sorte de président d'honneur qui serait le meilleur de tous les leaders et de tout le potentiel d'élite européenne, qu'on extrait le meilleur et que ce soit lui qui représente l'ensemble de notre continent. Et tant qu'on ne fera pas ça, eh ben, on sera un continent faible et à la limite du chaos, de la destruction, qui ne construit pas, qui vit sur ses acquis et qui détruit ses acquis, qui dévore ses propres acquis d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Les chefs d'État successifs depuis Mitterrand, Sarkozy, etc., détruisent, bouffent, dévorent les acquis des 30 glorieuses et du siècle et demi passé. Et vivent sur cette nourriture, quoi. Voilà. Les dominants se paient sur la bête. Ils rachètent les choses nationalisées. Voilà, ils mettent du libéralisme de partout, à tous les niveaux, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, préjudiciable. Et c'est important de le regarder en face. Il y a 3 points importants dans l'art de gouverner, donc la préparation, etc., l'exécution. Bacon est un militariste déclaré. Il déplore le développement de l'industrie parce qu'elle rend les hommes inaptes à la guerre. Et il s'afflige d'une trop grande paix parce qu'elle endort dans l'homme le guerrier. Alors, bien sûr que dans les périodes où l'homme doit se battre avec ses voisins, et nous sommes malheureusement encore dans cet état-là, il est instinctivement logique que les dominants durcissent les hommes, les rendent d'une certaine façon un peu guerriers, attisent les nationalismes, attisent, etc., etc., parce qu'il faut se défendre d'un
possible ennemi. C'est terrible, parce que c'est le peuple qui morfle. Et c'est le peuple qui doit payer le tribut de ces moments de non-paix, d'une certaine façon, à tous les niveaux. Voilà, là actuellement, c'est les ennemis potentiels qui sont désignés par ce nationalisme qui monte, là, les guerriers qui montent, ils amènent une sorte de racisme dans notre pays qui fait qu'on on finit par être au bord de la guerre civile. On se déteste mutuellement. Il y a des communautés qui sont complètement repoussées dans leur retranchement, qui ne peuvent même plus venir vers les autres, avec lesquels avec le reste de la société, qui sont méprisés, qui sont conspués, sur lesquels on jette tous les discrédits. Et c'est une honte humaine. Mais bon, voilà. Il y a ce côté, c'est explicable sous cet angle-là. On est dans un monde dangereux, de guerre, etc. Et c'est simplement les dominants qui le rendent dangereux. Parce que le peuple, il est déjà prêt à vivre dans un monde de paix et d'universalité, de se mélanger, de vivre, de faire du tourisme, d'aller à la rencontre des autres, etc. De vivre quelque chose d'extrêmement paisible et respectueux des autres communautés. Le peuple, il est déjà très très en avance là-dessus. C'est les dominants simplement qui sont les dominants, qu'ils soient ceux du marché ou ceux de la politique, qui soit par désir de domination, soit par accaparation pour préserver leur pouvoir, leur richesse, leur fortune, etc., etc., n'hésitent pas à mettre le chaos sur la planète et à conserver les choses telles qu'elles sont, dans une sorte de statu quo guerrier et violent, et avec des ennemis désignés. Voilà, on le voit, hein, et quand en plus ces dominants ont réussi à s'accaparer des médias, comme c'est le cas aujourd'hui, ils pointent. Quand ils veulent faire détester les Russes, c'est les Russes, les Chinois, c'est les Chinois, etc., les musulmans, c'est les musulmans. Et ils utilisent totalement ces médias. Et là, la corporation des journalistes, c'est terrible ce qu'elle doit vivre au niveau de la corruption de ses vocations. C'est affreux. C'est un petit peu comme si on corrompait l'ordre des médecins totalement. Comment vivre avec une telle dégradation de ce qui a mis en route notre vie entière. Parce qu'un journaliste, il commence peut-être à 15, 16, 17 ans, il veut être journaliste, il a des grandes idées, il a une grande éthique, etc. Et pour se retrouver dans un système où il ne peut pas donner le meilleur de lui-même, et il traverse une existence comme ça, comme s'il a donné au cochon, en fait. C'est affreux, quoi. Quand tu ne peux pas utiliser le potentiel dans lequel tu as décidé d'aller. Donc voilà. Néanmoins, il reconnaît l'importance des matières premières. Solon avait bien raison de dire à Crésus, quand par ostentation celui-ci lui montrait son or, « Sire, s'il survient quelqu'un qui est de meilleur fer que vous, il sera maître de votre or. » Voilà. Et donc là, je pense que Bacon avait devant les yeux ces hommes qui sont partis avec de meilleurs fers en Amérique, en Afrique, etc. et ont colonisé,
et, et par la violence, on réussit à asservir d'autres peuples. Et donc il y a la peur d'être asservi à son tour, d'être lui-même d'une certaine façon que en Europe la guerre faisait rage constamment et qu'ils finissent par être asservis, même les Anglais, voilà. Donc il y avait ce soutien au militarisme de peur, c'est la peur simplement d'être asservi. Par peur d'être asservi, on asservit les autres. Et c'est ce qui se passe dans un bon nombre de pays. Les pays qui asservissent une autre communauté, notre groupe, une autre nation, sont simplement victimes de la peur d'être asservis à leur tour. C'est tout. Et donc ils n'ont même pas et comme leur esprit est pervers, ils pensent qu'en face, ils ont affaire à des pervers aussi. Et donc, ils ne peuvent pas faire de la paix parce qu'on leur fera un coup tordu. Donc, s'ils sont trop gentils, on va se faire dévorer. C'est l'esprit du narcissique, du pervers narcissique. Et donc, il est obligé, il s'oblige d'une certaine manière à être tordu, à être pervers, à être méchant, à dominer, à servir autrui. Et on voit à quel point ça mène à des choses mais terribles. C'est primaire comme état d'esprit, mais c'est l'état d'esprit de la perversion narcissique. Et ça, il faudra aussi que l'humanité se mette à travailler cet état d'esprit, qui est paranoïaque, qui a peur que l'autre, qui ne peut pas faire la paix parce qu'il a peur que l'autre, etc. Alors il y a un mélange de peur que et puis de plaisir de dominer, d'asservir, etc. Il y a ces deux forces primaires, parce qu'elles sont réellement primaires, ces deux forces primaires qui font qu'un peuple oppresse notre peuple, qu'une nation oppresse une autre nation, que des dominants dominent, partent en guerre, ravagent l'Irak, tout ce que l'Occident a fait et fait depuis très longtemps. À l'instar d'Aristote, Bacon donne quelques conseils pour éviter les révolutions. Le plus sûr moyen de prévenir les séditions, c'est de supprimer ce qui en est matière. Et là, bien sûr que c'est juste. La matière de la révolution, c'est la souffrance du peuple. Si un gouvernement élimine la souffrance du peuple, il n'y a pas de révolution. Ou alors, elle est fomentée par l'extérieur, ou parce qu'il faut que les choses bougent, ou parce qu'on y répond, parce qu'on répond à un système critique par la violence. C'est ce qui a été le cas des années 68. Le peuple était relativement heureux, mais il y avait des choses qui devaient évoluer. Les prétentions des étudiants et des ouvriers à faire évoluer les choses n'ont pas été écoutées par le président de Gaulle de l'époque. Et ça a été l'erreur. Il a voulu mettre de la force, c'est l'ego qui a parlé. Alors que la solution, c'était le dialogue. Et ça a fini par le dialogue. Et je pense que c'est exactement ce qu'on est dans un cas de figure similaire. Si ce n'est pas le dialogue qui s'ouvre clairement avec le mal-vivre français actuel, ça sera grave. Et le chaos, on ne sortira pas du chaos aussi facilement. Voilà. Ou alors, il faut dire, parce que le peuple s'appauvrit, il faut le reconnaître, depuis le passage à l'euro, le peuple progressivement
s'appauvrit. Et depuis l'arrivée du néolibéralisme, les riches s'enrichissent de plus en plus, l'argent passe dans l'élite, et le peuple, l'argent, il faut bien qu'il soit pris quelque part. Donc il est pris au sein du peuple. Et ça devient insupportable pour le peuple. Ou alors, il faut que les dominants décident de dire, ben écoutez, on change de valeur, clairement, on va vous apprendre à aimer vous contenter de peu, on va vous résoudre tout un tas de problèmes annexes qui vous angoissent, on va dévaluer le système de consommation qui vous fait désirer des choses dont vous n'avez pas besoin. Tout ça, on va l'écarter, on va passer sur l'être plutôt que l'avoir. Donc on va vous apprendre à être heureux avec peu, en gaspillant peu, en gaspillant pas, etc. etc. C'est une nouvelle philosophie. Et voilà, vous devrez vous contenter de moins et vous doperez le côté bonheur dans votre vie. Ça pourrait être une proposition, pourquoi pas. La société, les dominants pourraient faire ça et dire, ben, nous par contre on continue parce que on aime accumuler de la richesse, on a besoin de ces pulsions, etc. Et avec cet argent-là, normalement, on fait des grandes choses, on fait des grandes œuvres, puisque on a de l'argent, on va utiliser ça pour des ambitions incroyables. Peut-être pas pour aller envoyer des fusées sur la Lune et faire du voyage interplanétaire, mais des choses plus humaines, plus humanistes. Ça pourrait se faire. Malheureusement, ce n'est pas une position. Donc le peuple souffre, on continue à lui donner, à lui dire qu'il faut qu'il ait encore plus d'avoir, etc., à le mettre dans des positions où il peut perdre son emploi, sa maison, se retrouver à la rue, à tomber dans la précarité, à tomber dans l'indigence. Donc on lui met cette épée de Damoclès sur la tête qu'il risque gros dans cette chose-là. Donc toute sa capacité au bonheur disparaît. On l'accule avec des problèmes terribles pour un rien. Si vous manque 10 euros, si vous n'avez pas payé 10 euros aux impôts, ils vous relancent. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement dur. On a durci les conditions de vie des plus précaires, des plus pauvres, parce que c'est eux que ça touche. Celui qui a juste de quoi manger, et si en plus on l'embête dans sa vie, si en plus on lui met des bâtons dans les roues, etc., c'est une catastrophe. Et donc c'est ce qu'est en train de vivre le peuple. Et là, c'est pourquoi le peuple se révolte. Et le peuple, à un certain moment, s'il y a une opportunité, s'il y a une fenêtre qui s'ouvre de vraiment renverser le système, il le fera, même si c'est sur lui que ça retombera. C'est lui qui sera le premier à souffrir du chaos, des positions de chaos. Mais voilà, là actuellement, le monde est complètement... les pauvres sont dans une souffrance extrême et dans un système extrêmement dur. Donc c'est tragique pour lui. Voilà. Ben, pour éviter les révolutions, allez, je continue. Le plus sûr, c'est de supprimer ce qui en est la matière. Car s'il y a un combustible tout près, il est bien difficile de dire d'où jaillira l'étincelle qui le mettra en feu. C'est de la révolution. C'est exactement ce que je disais. Il ne s'ensuit pas que la répression trop sévère de la discussion puisse être un remède aux révolutions. C'est ça. C'est pas la répression trop sévère, c'est pas le remède à la révolution du tout. Le mépris est souvent le meilleur moyen de les réprimer. Et le mépris n'est pas le meilleur moyen non plus de le réprimer.
c'est vraiment l'écoute et l'amour du peuple. C'est ce que je pense qui aurait dû être fait de la part du gouvernement, d'aller discuter avec les, les gilets jaunes qui étaient censés, qui parlaient avec intelligence dans les médias, à la télévision, quand enfin les médias leur ont donné une petite ouverture au peuple, et les médias se sont empressés de récupérer cette ouverture et de fermer la fenêtre. Le peuple n'a plus accès aux médias, sauf à faire croire que ce qui se passe dans les émissions d'Hanouna, qui fait venir des gens un peu comme ça, c'est les représentants du peuple. Ça n'a rien à voir. Les représentants du peuple, c'était les gilets jaunes intelligents qui passaient dans les médias et qui exprimaient les revendications, les souffrances et les espérances du peuple. Ça n'a rien à voir avec les égoïstes qui passent, la plupart des égoïstes qui passent dans ces émissions à grand spectacle. Tandis que les mesures coercitives n'en font qu'un prodige de longue vie. Voilà, c'est clair. Et bien là, tout est dit. Les mesures coercitives n'en font qu'un prodige de longue vie. Ça met une longue vie à la révolte. Ça l'entretient en fait. Deux choses donnent matière aux révolutions. Une grande misère et un grand mécontentement. Voilà, ben on est dans ce cas-là. Parce que la misère, même si elle n'est pas comme à l'époque de Francis Bacon, mais elle est ressentie comme ça. C'est comme le froid, suivant le vent, il y a le degré de ressenti est beaucoup plus fort que le degré de froid réel. C'est exactement ce qui se passe. Nous sommes dans un degré de ressenti de misère très important. Et pourtant, tout le monde a à manger, tout le monde a un toit. Et ça, c'est ce que ne comprennent pas les dominants. Et tout ça parce que les valeurs nous donnent qu'il nous manque des choses. Alors, bien des gens commencent à tourner leur truc et dire il ne me manque rien, je ne m'intéresse plus à ce système, ok, d'accord, je vis avec le minimum et puis vous venez pas me chercher pour aller me faire travailler comme un esclave pour gagner plus, pour dépenser plus. Non, c'est fini, terminé, j'arrête, je ne suis pas stupide. Voilà. Les causes et les motifs qui les déterminent sont l'innovation en matière religieuse. Alors, à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire d'essayer de changer la religion, de mettre du progrès dans la religion. Et un trop grand progrès qui perturbe le peuple, qui ne comprend plus rien. Et là, actuellement, c'est un petit peu ce qui se passe avec les combats qui sont menés un peu, on va dire, par la gauche, d'une certaine façon, des nouveaux combats qui sont quand même un peu déconnectés de la réalité. Il faut les mener, ces combats, mais ils ne méritent pas de prendre toute la visibilité. D'abord, les combats essentiels, c'est la lutte contre la pauvreté, contre l'indigence, contre le stress au travail, contre les mauvaises conditions de vie, etc. C'est ça qui est privilégié. Et après, on donne qu'on travaille tout le reste en même temps, mais d'une manière moins prioritaire, on va dire. Le mariage gay, etc., etc. Tout un tas de choses qui sont fondamentales à donner, qui sont très importantes, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'essentiel. L'innovation en matière religieuse, les impôts, et les impôts, effectivement, c'est un problème pour les pauvres, mais ce n'est pas le problème des impôts. Les impôts devraient être au contraire augmentés pour tous ceux qui sont
dans les 30% les plus riches de la population. Et là, à ce moment-là, utiliser ces impôts pour justement redistribuer correctement la richesse. Parce que c'est cette redistribution qui ne fonctionne pas. L'altération des lois et des coutumes. C'est pareil, voilà, si les coutumes sont trop brutalement changées, pas suffisamment intelligemment changées, ça peut soulever de la colère. La suppression des privilèges, là il parle pour lui. L'oppression générale, ça oui, c'est-à-dire le manque de liberté, l'oppression générale. L'avancement des personnes indignes, ça nous y sommes. Nous sommes dans un népotisme absolu depuis le néolibéralisme. Voilà, il n'y a plus de l'ascenseur social est en panne. Ceux qui montent en haut, c'est uniquement voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place et qui parviennent, même voilà, rien que dans les médias, on voit des journalistes qui n'ont pas, qui sont juste des arrivistes, qui sont juste posés là parce qu'ils connaissent quelqu'un et qui sont rentrés grâce à, alors avec des années de pratique qui finissent par avoir un petit peu de qualité, par devenir un peu bons s'ils sont un peu intelligents, mais c'est pas des journalistes naturels, c'est pas ils n'ont pas le feu sacré, voilà, ils ont juste les dents longues pour y arriver, c'est tout. Et c'est pareil en politique, c'est pareil. Et donc c'est ces gens-là qui montent depuis l'ère berlusconienne, depuis Mitterrand, on va dire. Ce sont ces gens qui ont la visibilité, qui sont dans cette nouvelle élite, une grande partie de ces gens-là. Et d'ailleurs, ils étouffent la véritable élite, c'est-à-dire les chercheurs, les penseurs, les philosophes qui travaillent dans l'ombre, les politiques qui travaillent dans l'ombre, qui ont vraiment des grandes capacités, mais que le narcissisme des autres, des nouveaux arrivants, étouffe. Alors l'avancement des personnes indignes, les étrangers. Alors voilà, là on est dans un moment où justement on met la faute sur les étrangers. Et là, à son époque, ça devait être pareil. S'il y avait trop d'étrangers, ou pas trop, mais qui étaient ressentis comme trop, ça pouvait générer de la jalousie, etc. À l'époque, voilà, la jalousie, elle était sur d'autres communautés. C'était souvent les juifs d'ailleurs, et qui étaient le plus maltraités et qui étaient considérés comme s'ils venaient prendre le pain, la nourriture de ceux qui étaient là. La disette, évidemment, les mutineries militaires, l'acharnement des factions et tout ce qui, en mécontentant le peuple, unit ses forces dans une cause commune. Voilà. La tactique de tout chef d'État est naturellement de diviser ses ennemis et d'unir ses amis. Voilà l'erreur. On était dans ce cas de figure, et on est encore dans ce cas de figure. Mais c'est une erreur de penser que c'est encore valable aujourd'hui. C'est fini. Maintenant, le peuple est capable de voir les hommes d'État qui ont vraiment une autre vision des choses, d'une certaine manière. Même si le problème, c'est que dès qu'ils passent, ils sont harcelés par les méchants, on va dire, qui veulent les faire tomber. Si on voit aux États-Unis, c'était Carter peut-être, hein, l'image, ça serait ça. Carter, le bon, le doux, etc. Et qui d'abord est abusé par ses ennemis, qui au lieu de voir que cet homme-là était favorable et donc de le laisser tranquillement et d'aller vers l'amitié avec lui,
vont l'abuser de manière à ce que les amis de Carter et les ennemis de Carter finissent par dire voilà, il est trop faible, etc. Ou, bon. Et en fait, de démolir les chefs d'État qui seraient doux, qui seraient bienveillants, bons, etc. Malheureusement, il faut qu'ils soient fermes avec leurs ennemis et qu'ils soient doux avec le peuple. C'était le cas du président de la République de l'époque, de Gaulle, et peut-être de Pompidou, des gens comme ça. Voilà. Donc dur avec les durs et doux avec le peuple. Et après, nous sommes, depuis le néolibéralisme, nous sommes avec des chefs d'État qui sont doux avec les durs, avec les dominants, qui sont, voilà, qui s'écrasent devant eux et qui sont durs avec le peuple. Et ça, c'est pas supportable pour le peuple. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Merci, au revoir.